La guerre de succession, sûrement un des arcs les plus grandioses d'Hunter x Hunter. Imaginez-vous être enfermé dans un bateau au milieu de l'océan afin de vous entretuer avec vos frères et sœurs. Un seul objectif commun, accéder au trône. Alors que certains détestent le principe de ce bain de sang, d'autres psychopathes se réjouissent à l'idée de broyer les os de leurs propres frères. Parlons un peu des 14 enfants du roi de Kakin. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos d'Hunter x Hunter. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur mes 2 dernières vidéos sur Hunter x Hunter. Vous kiffez bien et ça fait plaisir. On va parler aujourd'hui des différents princes de la guerre de succession. Personnellement, je trouve qu'ils sont tous trop intéressants. Ce ne sont pas des personnages monolithiques sans importance dans l'histoire. Chaque prince a sa personnalité, son idéologie et son leitmotiv. Ils sont extrêmement différents les uns des autres, même s'ils sont frères et sœurs. Dans Hunter x Hunter, nous appelons tous les enfants du roi de Kakin prince, que ce soit des hommes ou des femmes. Il n'y a pas de différenciation en fonction du genre. De Benjamin à Wobble, le spectre est extrêmement varié et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. My bad si j'écorche certains noms d'ailleurs, selon les traductions ce n'est pas toujours les mêmes. Nous allons également parler des bêtes protectrices de chaque prince qui marquent de leur spécificité. Quel prince a le plus de chances d'accéder au trône? Quelle est la bête de naine la plus puissante? Eh bien, c'est à ces questions que nous allons répondre aujourd'hui. Je vous ferai part de ma petite théorie entre Wobble et Kurapika à la fin de la vidéo, donc restez branchés. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Au cours de cette guerre de succession, chaque prince s'est vu hériter d'une bête de naine protectrice. Pour moi, c'est un élément inédit et extrêmement intéressant au cours de cet arc. Vraiment par pitié qu'un jour ce soit animé. Chaque bête de naine a sa forme, son tempérament, sa personnalité et ses habilités qui lui sont propres. Certaines bêtes de naine sont extrêmement puissantes et d'autres le sont moins. Pour obtenir une bête de naine, un prince doit accepter de participer à la guerre de succession en offrant une goutte de son sang au sein de l'urne sacrée. Cette urne est un objet très ancien qui a été conjuré par le premier roi de Kakin. Cet objet conserve l'aura de la royauté de l'empire de Kakin depuis des générations. L'aura nécessaire pour former les bêtes de naine protectrices provient des sacrifices des autres frères et sœurs qui sont morts auparavant durant leur propre guerre de succession. En effet, tous les princes qui ne seront pas rois sont en réalité des sacrifices qui permettent à l'urne de conjurer des esprits protecteurs pour les générations suivantes. Le roi actuel a préparé 14 cercueils au sein du navire pour lui et ses 13 autres enfants qui ne seront pas rois. C'est plutôt sordide en vrai. On est dans l'attaque des titans, on dirait c'est la famille Race. Chaque prince hérite d'une bête de naine qui se nourrira de son aura et de sa personne pour créer son apparence et son pouvoir. C'est quelque chose de très intéressant parce que votre bête de naine prend de vous. Si vous êtes sans pitié, désireux de puissance et de pouvoir, eh bien votre bête de naine se nourrira de cette volonté pour être à votre image. Elle sera donc puissante et horrifique. La bête de naine reste aux côtés de son détenteur jusqu'à sa mort et parfois même au-delà. Le roi actuel, ayant gagné sa propre guerre de succession, possède toujours sa bête de naine. C'est une créature assez horrifique ayant plusieurs paires de seins et une bouche qui ressemble à un vagin avec des dents. Pour un homme qui a eu 14 enfants avec 8 femmes différentes, je trouve que la représentation parle d'elle-même. Les princes ne sont pas capables de voir leur bête de naine et je trouve que cela est très important. Les bêtes de naine sont assez indépendantes et peuvent parfois réaliser des choses contre leur volonté. Les princes ne les contrôlent pas directement si vous préférez. Lorsque le 9e prince a tenté de se suicider, sa bête de naine l'en a empêché par exemple. Les bêtes de naine protectrices doivent suivre des règles très strictes. Elles ne peuvent pas s'entretuer, elles ne peuvent pas attaquer directement quelqu'un qui possède également une bête de naine. En tout cas, ces créatures sont vraiment fascinantes et je suis persuadé qu'on ne sait pas encore tout à leur sujet. Bon, commençons avec le premier prince de Kakin. Benjamin est le premier enfant de Nazubi. Il est le fils de la première épouse, Unma. Il est également le conseiller militaire adjoint de l'armée royale de l'empire de Kakin. Benjamin est très clairement l'un des favoris pour accéder au trône. C'est l'enfant préféré de sa mère semblerait-il et c'est quelqu'un qui a été élevé pour prendre le pouvoir. Benjamin est extrêmement sûr de lui. Il est sociable et il traite ses soldats avec respect. Son but ultime n'est pas seulement le trône de Kakin, mais aussi l'unification du monde sous la domination de Kakin. Pour y parvenir, il n'hésite pas à tuer ses propres frères et sœurs, ce qu'il considère en fait comme un devoir pour maintenir
devenir l'arbre de la famille royale. Le statut de Benjamin en tant que l'un des princes suprêmes de Kakin lui confère des influences politiques importantes et des atouts pour gagner le trône. Il détient un immense pouvoir militaire. Son rang suggère d'ailleurs qu'il a reçu une formation militaire. Il est doté d'une escouade de gardes du corps personnels, tous utilisateurs de naines. Il a un charisme énorme, inspirant une loyauté de ses subordonnés. Parlons maintenant de sa force. Benjamin possède une force surhumaine. Il a prouvé qu'il était capable de retenir un lion, puis de lui arracher la tête sans effort. Benjamin est capable d'utiliser le naine. Sa peau est très certainement renforcée grâce au naine du renforcement. Elle est restée intacte alors qu'un lion tentait désespérément de le griffer. Il a encore prouvé sa maîtrise de cette catégorie de naine lorsque son ken lui a permis de rester totalement indemne après plusieurs tirs. Outre le ken et par conséquent le ten et le ren, Benjamin est également capable d'utiliser le hatsu. Lorsqu'un utilisateur de naine ayant juré fidélité à Benjamin meurt, ce dernier reçoit sa capacité de naine. Pour qu'il hérite de cette capacité, plusieurs conditions doivent être remplies. L'utilisateur doit être diplômé de l'académie militaire de Kakin et il doit faire partie de l'armée privée de Benjamin. La capacité se manifeste sur la paume de sa main droite sous la forme de 4 étoiles. Si l'utilisateur original meurt alors que sa capacité est active, elle passera sous le contrôle de Benjamin sans être annulée. Cette capacité est donc redoutable. Enfin, comme tous les princes, Benjamin a hérité d'une bête de naine protectrice. Ses capacités malheureusement ne sont pas connues pour l'instant. En tout cas, sa bête de naine a une apparence horrifique, reflétant la force et la détermination de Benjamin. Elle est probablement très puissante. Certains disent qu'on dirait un gros insecte et d'autres disent qu'on dirait une tub. Je vous laisse vous faire votre opinion. Camilla est le second prince de l'Empire Kakin. Camilla est la fille de la seconde épouse de son père, la reine d'Oazul. En apparence, Camilla semble avoir des manières charmantes et élégantes. Cependant, comme son frère aîné, c'est une vraie psychopathe. Camilla n'a aucun problème à éliminer ses frères et sœurs de manière sadique. Par exemple, elle a ordonné à sa propre mère d'assassiner son jeune frère biologique. Selon Shimano, Camilla n'écoute que le roi. Elle est très égocentrique et elle veut que tout le monde agisse comme elle le souhaite. Camilla est également un des princes les plus puissants. Son statut en tant que l'un des princes aînés de Kakin lui confère une influence politique importante et des atouts lui permettant de gagner le trône. En plus de tout ça, Camilla est une puissante utilisatrice du naine. Elle maîtrise le naine post-mortem, ce qui la rend vraiment redoutable. Elle possède une capacité d'exception qui s'active après qu'elle ait été tuée. Après que quelqu'un ait tué Camilla, une énorme bête de naine ressemblant à un chat apparaît derrière le tueur. Cette bête écrase entre ses pattes le tueur en question et extrait son énergie vitale. La bête de naine verse ensuite l'essence de vie dans la bouche de Camilla, guérissant complètement ses blessures et la ressuscitant. Cette capacité s'appuie sur le naine post-mortem pour augmenter sa puissance, ce qui rend Camilla théoriquement impossible à tuer. Mais attention, cette bête de naine est à différencier de la bête de naine protectrice dont elle a hérité. Étant donné la puissance de cette dernière, c'est sûr et certain que la bête de naine de Camilla cache un pouvoir redoutable. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'informations à ce sujet pour l'instant. Nous savons uniquement que sa bête de naine est de la manipulation, ce qui suggère que si un certain nombre de conditions sont remplies, la bête de naine de Camilla pourrait manipuler ses opposants. Nous arrivons donc au troisième prince, Zhang Lei. C'est le seul enfant de la troisième épouse de son père, Tang Zhaoli. Il est actuellement allié à la famille Xiyu, l'une des 3 grandes familles mafieuses de la pègre de Kakin. De tous les princes, Zhang Lei a l'air d'être l'un des plus tolérants et les plus généreux. Il semble extrêmement diplomate et même pacifiste dans une certaine mesure. Il évite de tuer, mais n'hésite pas à le faire si nécessaire. Il peut se montrer gentil et cruel à la fois. Il a traité la 8e reine Ohito et Kurapika avec respect et a déclaré qu'il ne participait pas à ce concours par choix. Néanmoins, Zhang Lei n'a aucun scrupule à s'allier avec la mafia pour se donner plus de poids dans la course à la succession. Il estime qu'un vrai roi doit utiliser les deux côtés lumineux et sombres de la société. C'est le 3e enfant, par conséquent, il a énormément d'influence politique. Mais parlons de ce qui nous intéresse. Comme tous les autres, il a hérité d'une bête de naine. La bête de Zhang Lei est à son image. Elle est beaucoup plus subtile que les 2 précédentes dont nous avons parlé. Sa bête de naine a la forme d'un dharma chakra, un symbole utilisé dans le bouddhisme pour représenter l'ordre moral universel. La bête de naine de Zhang Lei conjure une pièce une fois par jour. Zhang Lei est persuadé que ces pièces fourniront un pouvoir à tous ceux qui les possèdent une fois qu'il sera roi. D'ici sa victoire, les pièces semblent n'avoir aucune utilité. Mais cette interprétation
version n'est que celle de Zhang Lei, donc rien n'est moins sûr. Koven Toba, quant à lui, pense que les pièces doivent être échangées contre quelque chose, probablement en étant insérées dans la bouche de la bête de naine. On a également remarqué que le nombre sur les pièces augmente au fur et à mesure, mais on ne connaît toujours pas la raison. Les pièces conviennent bien à Zhang Lei, je trouve, car ça représente un peu sa mentalité. Il joue avec les deux côtés de la société, la mafia et la royauté, les ténèbres et la lumière. Personnellement, je pense que les pouvoirs de sa bête de naine sont à double tranchant, mais on sera très vite fixé. Nous arrivons donc au 4e prince. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à Tserednich, donc je vais pas trop m'attarder sur lui, mais c'est clairement l'un des princes les plus puissants. Il est le fils cadet de la première femme de son père, Unma. Il est actuellement en train d'apprendre le nen et il risque d'être un des utilisateurs de nen les plus puissants que nous n'ayons jamais rencontrés dans Hunter x Hunter. Pour ajouter des éléments par rapport à ce que j'avais dit dans cette vidéo, je dirais que Tserednich a un rapport étrange avec les femmes. Il estime que toutes les femmes sont par nature des menteuses. Cette aversion s'est incarnée dans sa bête de naine protectrice qui prend la forme d'une créature difforme ressemblant à un cheval avec une tête de femme. Lorsque Tserednich pose une question à quelqu'un, sa bête de naine approche son visage de la personne à qui Tserednich a posé une question et évalue sa réponse. Si elle juge que la personne dit la vérité, la bête spirituelle recule. Mais si elle détermine que la personne ment, elle la marque d'une coupure. La blessure s'aggrave et devient une plaie infectieuse de taille moyenne si la personne ment à Tserednich une seconde fois. À partir de ce moment-là, la bête spirituelle avertit verbalement les personnes qui mentent de ne pas continuer à mentir une 3e fois sous peine d'être transformées en quelque chose d'inhumain. On ne sait pas encore ce qui se passe quand quelqu'un ment à Tserednich une 3e fois. Mais en tout cas, être transformé en quelque chose d'inhumain, ça a l'air terrible. Nous arrivons ainsi au 5e prince, Tubepa. Tubepa est la fille de la seconde épouse de son père, la reine d'Oazul. Elle est une scientifique qui se montre confiante dans sa capacité à remporter la guerre de succession. Contrairement à sa sœur Camilla, elle préfère s'habiller dans un style plutôt masculin. Elle a une personnalité directe et comme son frère Tserednich, elle analyse les capacités des autres princes. Elle semble apprécier l'humilité et la modération. Elle exprime vivement son dégoût à l'égard de ceux qui manquent de ces deux qualités, comme Benjamin, Camilla ou encore Zhang Lei. La bête de naine de Tubepa est une sorte de crapaud, un peu comme les crapauds qui se font disséquer en laboratoire scientifique. C'est une des bêtes de naine les plus prudentes. Sa bête de naine peut synthétiser dans son corps diverses drogues et produits chimiques ayant toutes sortes d'effets. Mais la création de ces produits nécessite apparemment un partenaire. Sur le papier, c'est une des bêtes de naine les plus faibles, mais je pense qu'elle a quand même un potentiel. Ensuite, nous avons le 6e prince, Tyson. Tyson est la fille unique de la 4e épouse de son père, Katrono. Tyson aime être entourée de beaux hommes et choisit ses gardes du corps en fonction de ce critère. Elle est également extrêmement possessive à leur égard. Elle aime être choyée par ses gardes du corps. Elle est très féminine et apprécie les flatteries de leur part. C'est une fille complètement pacifiste. Ce n'est pas du tout une combattante. Cet aspect de sa personnalité se reflète directement sur le pouvoir de sa bête de naine qui est très intéressant. Sa bête de naine est de l'émission. Elle a l'apparence d'un cœur avec 4 petites ailes et un gros œil au centre. Son esprit protecteur pond des petites bêtes de naine de la taille d'un lézard qui s'attachent à tous ceux qui rencontrent les enseignements de Tyson. Et oui, parce que Tyson est au centre d'un réel culte, une philosophie religieuse autour de l'amour. Tous ces enseignements se trouvent au sein de son livre, une vraie bible pour ses adeptes. Les petites bêtes de naine recueillent l'aura des adeptes et leur donnent du bonheur en retour. Le degré du bonheur reçu dépend du degré d'approfondissement de la lecture du livre de Tyson. Izunavi théorise que l'aura récoltée pourrait être envoyée comme une sorte de Genki Dama, comme dans DBZ. C'est très intéressant car les bêtes de naine ont des pouvoirs très utiles pour des rois ou des dirigeants. Tyson réussit à avoir un peuple fidèle et heureux grâce à sa bête de naine. Lusurus est le 7e prince de Kakin. Il est le fils aîné de la seconde épouse du roi, la reine d'Oazul. On ne sait pas grand chose de la personnalité de Lusurus. Cependant, Tserednich le considère comme un abruti. De tous les princes, c'est celui qui apparaît le plus désintéressé. Il a l'air appréciable et ne semble pas être un psychopathe comme d'autres déjà évoqués. Seulement, la bête de naine de Lusurus semble révéler que sa personnalité est plus sombre qu'il n'y paraît. Sa bête de naine a l'apparence d'un mille-pattes géant. Elle a la capacité de tendre des pièges en matérialisant ce que la cible désire le plus comme appât. Lorsque la cible satisfait son désir, le piège se déclenche. C'est assez malicieux comme capacité, ce qui révèle une personnalité beaucoup plus fourbe qu'on pourrait le croire. Saré Saré est le 8e prince
prince de l'Empire Kakin, le seul enfant de la 5e épouse de son père, Swinko Swinko. Saré Saré ou Salé Salé d'ailleurs. Saré Saré est un coureur de jupons. Il est souvent entouré de jeunes femmes séduisantes et légèrement vêtues. Le penchant de Saré Saré pour la débauche et la gloutonnerie se retrouve tout au long de ses apparitions. Il affiche fièrement son mépris pour la guerre de succession, préférant s'amuser avec plusieurs femmes. Cet aspect de sa personnalité se retrouve également dans sa bête de naine. Son esprit protecteur est extrêmement puissant. Elle est de la manipulation. Elle est liée à sa libido et dégage par intermittence une fumée blanche de sa bouche qui a le pouvoir de faire basculer ceux qui l'inhalent en faveur du 8e prince. La quantité de fumée libérée et sa portée effective varient en fonction du niveau de stress de Saré Saré, mais son rayon moyen est de 7 mètres. Après avoir inhalé une certaine quantité de fumée, un petit clone de la bête de naine se forme au-dessus de la tête de la cible. Ce clone émet également la même fumée blanche dans un rayon de 2 mètres, transformant la personne affectée en un porteur infecté qui peut également influencer les autres en faveur de Saré Saré. Plus une personne est bienveillante à l'égard de Saré Saré, plus elle sera affectée par la fumée. Les personnes favorablement disposées seront affectées en 8 heures, tandis qu'une personne n'ayant aucune loyauté envers le prince sera affecté en 70 heures. La fumée et les clones ne sont visibles que par les utilisateurs de naine, tout comme l'esprit lui-même. C'est un pouvoir redoutable. Parlons maintenant du 9e prince de Kakin, Alkenberg. Bien qu'il soit officiellement le fils de la seconde épouse de son père, il est secrètement le fils de la première épouse, Unma. Alkenberg est un pacifiste. Contrairement à ses frères et sœurs, il n'a pas l'intention de participer à la bataille de succession. Il refuse de gagner sa couronne dans un bain de sang. Bien que cela lui ait coûté cher sur le plan émotionnel, Alkenberg était prêt à tuer son père et à déclencher une révolution pour mettre un terme à cette guerre de succession. Après avoir échoué, il tenta immédiatement de se suicider pour échapper à ce massacre. Cependant, il a survécu, sauvé par sa bête de naine qui l'a empêché de se tuer. On comprend bien que les bêtes de naine n'obéissent pas directement à leur hôte. Elles sont là pour les protéger. La bête gardienne de Alkenberg prend l'apparence d'une créature plumeuse semblable à un ogre avec un œil, des cornes et un orifice entre les omoplates. Cette bête protectrice est du renforcement. La bête de naine de Alkenberg incarne sa volonté de rébellion et de réformer l'Empire Kakin en démocratie. Sa bête de naine peut marquer des individus sur le dos de leur main gauche. Cette marque disparaît après 10 minutes si l'individu n'est pas loyal envers Alkenberg. Mais s'il est loyal, la marque reste. Et la cible est éveillée aux naines. Il obtient un énorme boost d'aura. Plus ils sont nombreux à se rassembler autour d'Alkenberg, plus leur aura peut croître. Lorsque tous les membres du groupe partagent la même volonté, la force libérée s'élève au niveau le plus élevé de toutes les capacités de naine. Shikaku craint d'ailleurs que la puissance collective d'Alkenberg et ses gardes puisse anéantir la faction bien entraînée du prince Benjamin. Cela fait d'Alkenberg une cible de premier ordre. Il a aussi sa propre habilité de naine, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo dédiée sur lui. Donc abonnez-vous à la team. Bon, maintenant on va parler du 10e et du 11e prince. On va les évoquer ensemble parce qu'ils sont vraiment liés. Fugetsu est le 11e prince de l'Empire de Kakin. C'est la fille cadette de la 6e épouse de son père, Seiko. Elle est la sœur jumelle de Kasho, qui est le 10e prince. Fugetsu semble un peu timide. Elle est profondément attachée à sa sœur jumelle, Kasho. Elle ne semble pas apprécier la perspective de la guerre de succession. Elle est terrifiée lorsque Kasho lui demande de former une alliance pour éliminer leurs frères et sœurs. Mais Fugetsu ne contredit pas sa sœur, elle essaie d'être forte. Kasho de son côté est plus dure que sa sœur. Malgré son statut de jeune prince, elle se montre froide ayant l'intention de former une alliance avec Fugetsu dans le but d'assassiner ses frères et sœurs. Elle affirme à sa sœur que lorsqu'elle sera roi, elle demandera à son père d'épargner Fugetsu. Mais Melody nous apprend qu'en réalité, Kacho se ment à elle-même. Elle n'apprécie pas d'être entraînée dans un combat à mort avec sa propre famille. Elle a peur et se soucie profondément de sa sœur. Le caractère de ses jumelles se retrouve dans leurs bêtes de naine respectives. Les deux ont un pouvoir qui fonctionne ensemble. L'esprit gardien de Fugetsu existe en tant que vortex. Grâce à une capacité de téléportation, elle peut faire apparaître une porte identique à l'entrée d'un terrain de jeu auquel elle jouait avec sa sœur Kacho. Et cette porte lui permet de se téléporter d'un endroit à l'autre. La porte d'entrée de ce vortex peut uniquement être ouverte par Fugetsu. Et la porte du chemin retour peut uniquement être ouverte par Kacho. Vous devez sans doute vous dire que cette bête de naine n'est pas très pratique, parce que sans Kacho, l'utilisation est impossible. Mais c'est là que le pouvoir de la bête de naine de Kacho est très intéressant. La bête de naine de Kacho n'a pas de forme. L'activation de sa capacité, qui se nomme Without You, est déclenchée par la
la mort d'un des jumeaux. La bête de naine prend l'apparence et la personnalité du prince décédé et reste aux côtés de l'autre, le protégeant jusqu'à sa mort. La réplique est visible par les autres personnes, y compris l'autre jumeau, et elle ne peut être distinguée de l'original. Si Kacho est celle qui meurt, la capacité de la bête de naine utilise le naine post-mortem pour que sa capacité subsiste. Je trouve que c'est un beau message derrière les bêtes de naine de ces deux personnages. Je trouve ça vraiment fou et je pense qu'on comprend vraiment le potentiel énorme des bêtes de naine par ces deux princes. Ensuite, nous avons donc le 12e prince, Momose. Momose est la fille de la 7e épouse de son père, Sevanchi. C'est la sœur du jeune Mariam, le 13e prince. Momose donne l'image d'une fille calme et douce. C'est le premier prince à mourir durant la guerre de succession, par conséquent, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur sa personnalité. Elle ne semble pas en vouloir à sa mère pour le comportement qu'elle a eu à son égard. En effet, sa mère privilégie clairement la sécurité de son frère à la sienne. Elle n'en a un peu rien à faire de sa fille. La bête de naine de Momose est du type de la manipulation. Elle a l'apparence d'une grande créature caricaturale ressemblant à une souris avec des dents triangulaires. La bête spirituelle de Momose peut traverser les murs et peut poser des questions. Elle agit en demandant à ses cibles si elles sont libres. Si la cible répond non, une réplique miniature de la bête de naine apparaît sur son épaule et la harcèle jusqu'à ce qu'elle dise oui. Et si la cible répond oui, la bête de naine prend le contrôle de son corps en lui implantant dans l'oreille une petite bête de naine ressemblant à une araignée. Prendre le contrôle, ne serait-ce que d'une seule personne, épuise énormément Momose. Ensuite, nous avons le prince Mariam. C'est donc le petit frère de Momose. La bête de naine de ce dernier est principalement défensive. Elle ressemble à un très gros dragon. L'apparence de la bête de naine change en fonction des sentiments de Mariam. Après la mort de sa sœur par exemple, la bête de naine est devenue énorme et couverte de pointes. La bête de naine serait capable de créer une barrière spatio-temporelle autour de la salle 1013. Quiconque tente d'y entrer de l'extérieur est transporté dans une autre salle vide. Quelqu'un qui sort de la pièce sera incapable de voir son contenu ou d'entendre les sons qui en proviennent même si la porte est ouverte. Ainsi Myriam est extrêmement bien protégée. Les seuls qui pourraient atteindre à sa vie sont ceux qui sont directement avec lui dans la pièce. Et enfin nous avons le 14e prince, Wobble, le petit protégé de Kurapika. C'est l'enfant unique de la 8e épouse de son père, la reine Ohito. Elle est la plus jeune des 14 princes de Kakin. Comme tous les autres princes, Wobble a hérité d'une bête de naine. Mais Wobble est un bébé. Par conséquent, quelle forme et quelle apparence cette bête de naine pourrait avoir? Les utilisateurs de naine sont capables de voir les bêtes de naine protectrices. Par conséquent, Kurapika aurait déjà dû voir celle de Wobble. Mais les capacités et l'apparence de la bête de naine de Wobble sont pour l'instant inconnues. Selon Babymina, le fait qu'elle ne se soit pas manifestée une seule fois pourrait être dû entre autres au fait que Wobble est trop jeune pour que la bête puisse s'affirmer. Mais personnellement, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que cette bête de naine apparaîtra au moment voulu. Je pense même qu'elle pourrait sauver Kurapika de la mort. Une aura funeste semble entourer Kurapika depuis le début de cet arc. J'ai peur qu'il n'en ressorte pas vivant. Mais personnellement, je pense que Wobble pourrait le sauver. Malheureusement, la reine risque très certainement de perdre la vie durant cet arc. Et perso, je vois bien Kurapika survivre avec Wobble. Après la récupération de tous les yeux de son clan, après que l'araignée soit complètement éliminée, Kurapika n'aura plus d'objectif. Et je le vois bien mener une retraite en élevant la petite Wobble. Wobble est peut-être même la petite fille de Netero, qui sait. En tout cas, je pense que cet enfant aura un grand rôle à jouer. Ce n'est pas pour rien que de tous les princes, Kurapika s'est retrouvé avec ce bébé. En tout cas, tous les princes ont leur particularité. Un parmi eux est le petit-fils d'Isaac Netero et l'enfant de Beyond. Ce sont des personnages très importants et j'ai hâte de voir qui sortira vainqueur de ce deathmatch. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, méga longue finalement. Donc abonnez-vous et lâchez votre like, ça m'a pris longtemps à faire. Dites-moi vos théories en commentaire et dites-moi quel est votre prince préféré. En tout cas, à très vite sur Twitch et à la semaine pro sur YouTube. Merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.